Encore une fois, bienvenue à chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais tout à l'heure en titre, début ce mardi d'une réunion à Kigali regroupant des représentants des agences fiscales et douanières des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Objectif de la réunion, le partage d'expériences afin de relever les défis de la collecte des impôts. Un récit de Patrick Nilidandi. Pendant 3 jours, les représentants des agences fiscales et douanières des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est vont échanger leurs expériences et collaborer pour relever les défis qui entravent encore la collecte des impôts et des douanes dans ce pays. Il s'agit également d'une réunion qui permettra de discuter de l'utilisation de la technologie pour résoudre le problème émergent, considéré comme faisant partie des obstacles au développement des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces lacunes comprennent la corruption qui existe encore dans le paiement des impôts et des taxes, ainsi que les transactions commerciales illégales entre les citoyens et les autres, les fraudes en tout genre. Cette réunion montre que le Rwanda est en bonne position pour utiliser la technologie dans la collecte des impôts. L'Office rwandais des recettes rapporte qu'au cours de l'exercice 2023-2024, elle a collecté plus de 2619,2 milliards de francs rwandais en termes d'impôts. L'argent ainsi collecté augmenterait de 12,3% par rapport à celui collecté au cours de l'année 2022-2023. Voici donc les indicateurs fournis par l'Office rwandais des recettes qui affirme avoir atteint ces résultats grâce à la technologie. La sécurité joue un rôle primordial dans le développement du continent africain. Clotilde Mbaraga Gassarabri, experte en paix et sécurité, s'est entretenue avec Amandine Ndikumasabo dans cette interview exclusive. Elle revient sur le rôle de la femme dans la préservation de la sécurité ainsi que son aspect multidimensionnel. Quand on parle de la sécurité, ce qui vient en tête, c'est être à l'aise, être chez soi, être avec la famille, être avec les amis, chez soi, dans sa propre nation. Et quand on parle de sécurité, on parle de stabilité, on parle de paix, avec l'entourage, avec tout ce qui vous entoure. Et vous pouvez faire vos activités économiques, vos activités sociales en toute sécurité et en toute stabilité. Mais aussi, la sécurité, c'est quelque chose qui ne se mange pas. Donc, il faut du développement. Il faut qu'on ait des moyens de sécuriser le pays où on est, le village, le pays, les pays qui nous entourent. Et là, je parle d'une sécurité maintenant au niveau continental, au niveau aussi mondial. C'est d'être vraiment capable de développer sa propre nation, sa population, pour qu'ils aient de quoi manger, de quoi se vêtir et être à l'aise. Je dirais aussi que dans ce qu'on fait, qu'on parle de sécurité, de paix, de développement et de continuité, de bâtir cette paix. Vous avez eu le privilège de voyager partout dans le monde et surtout sur le continent africain. Quelle est votre appréciation alors, si on revient ici au Rwanda, de la femme dans la sécurité Wow. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, je trouve que c'est pas un hasard que ça se passe au Rwanda. Je pense que j'ai écouté les premières sessions au début. Franchement, c'est pas que je suis rwandaise, mais on est très fiers d'être rwandais, de ce qu'on a accompli, parce qu'on a connu le bas. Mais le Rwanda a pu émerger sur beaucoup de secteurs, mais sur le point de sécurité, stabilité, ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde salue. Tout le monde. Voilà toutes les conférences qui se tiennent ici. Voilà, nous aussi, on a connu ça, mais de nos propres expériences, nous avons pu même aller ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont des contingents rwandais qui sont dans les peacekeeping. Il y a beaucoup aussi d'autres pays qui sont en conflit, qui demandent que le Rwanda vienne
les aider. Et non seulement ça, il y a aussi une certaine coopération sud-sud, je dirais, des expériences ici au Rwanda de Home Ground Initiative qui ont été exportées ailleurs. Et j'ai été au Tchad dernièrement et j'ai trouvé que les Rwandais qui sont ici pour exporter aussi le savoir-faire au niveau des finances, au niveau de... Donc les gens font confiance de plus en plus au Rwanda. Mais aussi, je pense qu'il y a un élément qu'on ne dit pas mais qu'on doit redire et redire, c'est la discipline, c'est l'organisation et c'est notre leadership. Le leadership de nos dirigeants, de notre visionnaire. Et là, j'ai parcouru le monde, effectivement, et j'ai vu des pays en conflit. J'avais géré déjà des pays au niveau de l'Afrique et ailleurs, des pays qui sont en conflit. Mais ça m'a amené à parcourir le monde et regarder réellement qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et j'ai oublié une chose très importante quand on parlait de sécurité, développement, paix, stabilité, etc. Mais la justice aussi. La justice sociale. Vous savez, quand quelqu'un a été blessé, que voit justement qu'il y a cette injustice qui est là, il ne pourrait jamais être apaisé. Mais quand il y a une justice bien comprise, réconciliation, et c'est pourquoi je salue, moi, je suis rwandais, je suis rwandaise, je suis vraiment fier de dire que Agachacha, tous ces termes que nous avons appliqués ici, la réconciliation nationale, revivre la culture rwandaise, de vivre ensemble, ça c'est des mécanismes internes qui sont extraordinaires. Et ça, il faut le souligner. Donc cette conférence nous permet aussi qu'on échange avec les autres, qu'on ait des expériences vécues ici et ailleurs, mais qu'on les échange. C'est le message que je vais adresser, que toute personne qui se sent interpellée, comme africain et non africain, on puisse bâtir notre continent pour un continent stable, qui a beaucoup de richesses, qui a beaucoup de richesses, que ce soit au niveau minéral, des minéraux que nous avons, mais que ce soit aussi des jeunes que vous êtes, hein, des jeunes qui sont brillants, qui ont fait des études extraordinaires, qui rentrent sur le continent et qui font tout ce qu'on parle des nouveaux technologiques, au niveau de cela. Vous êtes en train de faire des... Hélas, je le vois au Rwanda d'ailleurs. C'est notre fierté. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. L'université adventiste du 7e jour d'Afrique centrale a officiellement lancé un programme visant à partager les connaissances et l'innovation technologique. Patrick Nilidandi pour les détails. C'est plus de 100 étudiants qui ont reçu une formation dans divers domaines, notamment la technologie de la santé, l'éducation, l'agriculture, l'investissement et autres, ont démontré leur vision de résoudre le problème de la société rwandaise grâce à une technologie avancée et intelligente. Ces étudiants font partie d'un programme de partage d'expériences avec des lycées de divers secteurs, notamment la santé, l'agriculture, l'éducation, l'investissement, ainsi que les secteurs de la prévention de la criminalité. Le vice-chancelier en charge des affaires académiques à l'Université adventiste du 7e jour d'Afrique centrale, le professeur Théogène Nyonzima, explique que ce programme a été créé pour contribuer au plan du gouvernement visant à faire travailler jusqu'à 1 million de personnes dans le secteur des technologies de l'information. Le président de cette université a exhorté les étudiants à faire un effort pour contribuer à la société rwandaise à travers le programme et à leur faire comprendre l'importance de la technologie intelligente dans leur vie. Il est prévu que ce programme de partage des connaissances et des compétences technologiques pour la réussite et l'innovation soit étendu à 10 écoles secondaires à travers le pays. Le secrétaire permanent au ministère de la Technologie et de l'Innovation, Iradukunda Yves, a déclaré que cet événement est important et donne de l'espoir pour l'avenir du pays. Il est prévu que 100 étudiants de l'Université adventiste du 7e jour en Afrique centrale qui ont lancé ces programmes les transmettront à 10 autres écoles secondaires à travers le pays. Je vous l'ai dit en titre sur la route Kabuga-Nyabugogo, un essai est en cours pour des bus qui fonctionnent sans interruption de 5 h du matin à 22 h le soir. Il s'agit d'un programme lancé par la ville de Kigali afin de faciliter les déplacements quotidiens de ses habitants. La ville dit que partout où se trouve un passager, au panneau où passe ce bus entre 3 et 5 minutes, il verra un véhicule l'emmener. Ce sont des bus qui utilisent l'électricité
d'électricité et qui ne restent dans l'arrêt-bus que 3 minutes avant de continuer leur trajet. Lorsqu'il y a beaucoup de passagers dans le bus, ces véhicules ne transportent pas plus de 63 passagers et les sièges restants sont réservés aux passagers se trouvant dans les gares. Ce projet pilote de véhicules de transport de passagers sans escale a débuté le 24 de ce mois et durera un mois. Les conducteurs de gros véhicules sur la route reliant la ville de Kigali au niveau de Kamoni, c'est en province du Sud, se plaignent car leurs véhicules sont stationnés et empêchés de circuler pendant une longue période. Ces gros camions transportent du charbon, mais aussi du sable servant à la construction. Les chauffeurs indiquent que ce long stationnement leur porte préjudice car ils perdent en termes de rentabilité de leur service. Certains indiquent avoir des crédits auprès de banques et n'arrivent pas à honorer leurs engagements à cause de ce long temps passé à stationner. Ces chauffeurs proposent qu'il y ait une possibilité de faire passer par groupe certains camions au lieu de les placer et de les bloquer. Il faudrait plutôt les libérer au même moment. Le ministère rwandais de l'Éducation nationale annonce que le nombre de visiteurs des mémoriaux du génocide contre les Tutsis au Rwanda a doublé après que l'UNESCO ait inclus certains d'entre eux sur la liste du patrimoine mondial. Les mémoriaux du génocide, dont ceux de Gisozi à Kigali, Nyamata, Murambi et Bisesero, figurent sur la liste du patrimoine mondial depuis le 20 septembre 2023. Depuis, leur nombre de visiteurs a presque doublé. Ceux-ci affirment que ces mémoriaux leur permettent de mieux comprendre l'histoire du génocide contre les Tutsis. Lydia Omutesi, employée de l'AGS Trust, qui gère le mémorial de Gisozi, confirme que le nombre de visiteurs a augmenté par rapport à avant son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle dit que cet ajout au patrimoine mondial a accru leur connaissance sur la façon de le gérer et de le préserver. Le ministère rwandais en charge de l'unité nationale rwandaise affirme que le fait que ces monuments aient reçu cette reconnaissance internationale a facilité la campagne visant à faire connaître l'histoire du Rwanda. Les chiffres fournis par ce ministère montrent qu'en 2022, le nombre de visiteurs sur les 4 sites du patrimoine mondial était de 101 555, dont 54 845 étrangers et 46 600 Rwandais. En 2024, le nombre de visiteurs de tous ces monuments est passé à 190 000 et la majorité d'entre eux étaient des étrangers. Entre 2022 et 2024, la fréquentation de ces monuments a augmenté de 54,2%. Les Rwandais vivant au Cameroun se sont réunis pour la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis et ont appelé la communauté internationale à tirer les leçons de l'histoire du Rwanda afin que le génocide ne se reproduise plus. Plus de 200 personnes, dont des Rwandais, des Camerounais et d'autres étrangers travaillant pour des organisations internationales dans ce pays, ont participé à cet événement. Tout a commencé par une marche commémorative. Les personnes présentes ont également observé une minute de silence en mémoire des personnes tuées lors du génocide contre les Tutsis, avec notamment une prière et l'allumage d'une bougie d'espoir. Dans le témoignage de Uwase Asia, survivante de Rwampara, dans la ville de Kigali, elle a parlé de la façon dont elle a perdu ses frères et sa mère. Elle a exhorté les jeunes
Rwandais et étrangers à éviter ceux qui les trompent et les conduisent à la division, car c'est cela qui détruirait le Rwanda. Le leader de la communauté rwandaise au Cameroun, Uwamahoro Youssouf, quant à lui, a déclaré que le souvenir consiste à honorer ceux qui ont été tués lors du génocide contre les Tutsis et à en tirer des leçons qui inciteront chacun à s'efforcer de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Il a aussi condamné ceux qui s'accrochent encore à l'idéologie du génocide parce qu'elle continue d'être propagée dans la région, notamment par le groupe terroriste FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo, qui est en collusion avec le gouvernement de ce pays. La représentante de la coordinatrice résidente des Nations Unies au Cameroun, Madame Diokubrayo Emim, a remercié l'association rwandaise vivant dans le pays pour avoir organisé cet événement de commémoration, affirmant que le monde doit tirer des leçons de la terrible histoire du génocide contre les Tutsis au Rwanda et que chacun doit se lever pour combattre le discours de haine qui continue d'être propagé. La grande édition continue sur la télévision rwandaise. Les experts dans le domaine du sport et du divertissement affirment que les infrastructures construites par le gouvernement rwandais pour développer ce secteur sont l'un des facteurs clés de l'augmentation de ces revenus annuels qui atteignent désormais 20 milliards de francs rwandais. Parmi ces avancées technologiques figure le système de billetterie électronique utilisé pour la vente de billets aux spectateurs d'événements sportifs et de divertissement. Les précisions avec Patrick Nilidandi. Cela fait près de 5 ans que la technologie a été intégrée au secteur rwandais du sport et du divertissement pour gérer la distribution des billets pour les stades et les salles de spectacle. À la BK Arena, qui accueille des matchs de basketball et divers événements de divertissement, l'entrée s'est faite grâce à des billets achetés numériquement. Cette installation a coûté à elle seule plus de 100 millions de dollars américains. En 4 ans, la BK Arena a généré 50 millions de dollars américains. Rien qu'en 2024, elle a fourni des emplois à plus de 16 000 personnes, y compris celles qui gèrent le système des billetteries électroniques. Chaque année, elle accueille plus d'1 million de spectateurs pour des événements sportifs et des divertissements. Partout au pays, des millions de personnes assistent également à des événements dans des stades comme le stade national Amahoro, rénové pour plus de 165 millions de dollars américains et pouvant accueillir 45 000 spectateurs. Avant, nous achetions nos billets à l'entrée, ce qui sémait souvent les chaos à l'extérieur du stade. Les gens formaient des longues files d'attente et il arrivait que des enfants se blessent dans le mouvement de foule. C'était très désorganisé et pas du tout agréable. Mais depuis l'introduction du système des billetteries électroniques, tout a changé. Désormais, il suffit d'acheter son billet en ligne, de le scanner à l'entrée et d'être à l'intérieur du stade rapidement et facilement. Dans tous ces lieux, les spectateurs comptent sur le système des billetteries électroniques pour accéder aux sites sportifs et des divertissements, générant un chiffre d'affaires annuel pour le secteur compris entre 15 et 20 milliards de francs rwandais. Les entrepreneurs qui ont développé le système des billetteries électroniques affirment qu'il a transformé l'accès au stade. En date d'aujourd'hui, grâce à la technologie, nous connaissons le nombre de places disponibles. Grâce à cette technologie, au stade national Amahoro, nous pouvons facilement suivre cela. Il y a aujourd'hui 45 000 places disponibles et les places réellement vendues sont connues. La personne qui a acheté son billet est certaine de pouvoir suivre son match. C'est la même chose au niveau de BK Arena.
Tu achètes ton billet en ligne, tu n'es pas obligé de faire la file. Ton billet est scanné et tu entres. À ce jour, grâce à ce système, nous avons déjà vendu plus de 10 millions de billets pour l'ensemble des stades dans le pays. En 2022, le tourisme sportif représentait 14% de l'activité économique du Rwanda grâce aux conférences et événements organisés. Alex Nare, PDG de la Chambre de technologie de l'information et de la communication à la Fédération du secteur privé, affirme que les investissements du gouvernement dans les infrastructures de sport et de divertissement ont créé des opportunités permettant aux innovateurs de proposer de diverses solutions technologiques. À partir de l'étranger, certains ont acheté leurs billets en ligne. D'autres sont passés par la campagne Visite Rwanda, mais aussi par toutes les voies offertes par les e-commerce. Et cela a véritablement boosté le commerce du loisir et des jeux. Le secrétaire d'État au ministère des Sports, Ngarambe Rwego, a également confirmé que la technologie a amélioré la prestation des services au sein du secteur. Même si des améliorations sont encore en cours pour perfectionner le système et mieux répondre aux besoins des clients, je dirais que le niveau actuel est satisfaisant. Il s'agit d'une avancée majeure par rapport aux méthodes traditionnelles de paiement en espèces au profit des transactions numériques. Si vous avez observé le fonctionnement de cette plateforme, vous constaterez qu'elles permettent également à d'autres partenaires de vendre leurs services et de faire de la publicité via les mêmes plateformes de billetterie. Il ne s'agit donc pas seulement d'offrir des services de qualité aux clients, mais aussi de créer des opportunités publicitaires pour les entreprises. Je dirais que le système est actuellement performant. D'ici à 2030, l'Afrique devrait représenter 10% de la valeur mondiale du secteur du divertissement, soit l'équivalent de 200 milliards de dollars américains. Cela signifie que l'industrie du sport et du divertissement contribuera à 4% du PIB africain et employera plus de 20 millions de personnes. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.